revendications et disent qu'ils ont... Et je dis, c'est toujours l'erreur qui passe. Parfois, j'entends même ça sur Afrimédia. De dire qu'une partie du Cameroun a été colonisée par la Grande-Bretagne. Je dis, c'est un mensonge. Ça, c'est faux. Je répète, aucune partie du Cameroun n'a été colonisée par les Anglais. Aucune partie du Cameroun n'a été colonisée par la France. Je répète encore, aucune. Et il faut le retenir. Nous commettons l'erreur d'enseigner une fausse histoire à nos enfants. Aucune partie du Cameroun n'a été colonisée ni par la France, ni par l'Angleterre. Parlons de l'historique. Des gens nous parlent des dates de 1972. Des gens nous parlent des dates de 1961. Je dis, tout cela ne sont que des petites bribes. Ils oublient quand même, et quelqu'un a bien fait de le souligner à Yaoundé, je crois-tu, que en réalité, tout part à partir de 1922, où une partie du Cameroun, à savoir les régions du nord et du sud-ouest, ont été mis sous mandat ou alors sous tutelle de l'Angleterre par la SDN, la Société des Nations, souvent en 1922, c'est-à-dire hier. Et une autre partie avait été mise sous tutelle de la France. Et au seuil des indépendances, l'on a pris disposition pour que ces deux parties puissent être unies. Mais je dis, même si on s'arrête là-bas, c'est mal connaître l'histoire du Cameroun. Pourquoi? Parce que l'histoire du Cameroun ne commence pas en 1922. Avant 1922, et important, allons plus loin dans la partie moderne de l'histoire du Cameroun. Rentrons, parce que les gens se revendiquent en disant qu'ils sont anglophones. Ils revendiquent qu'ils parlent la langue anglaise et que comme ils parlent la langue anglaise, ils ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Je dis cela, c'est un mensonge. Les premiers au Cameroun, qui pouvaient même se revendiquer de parler de la langue anglaise, en réalité, ce sont les Douala. Pourquoi est-ce que je le dis? Rappelez-vous Louis Roger. Le premier anglais qui arrive au Cameroun arrive en 1845. Je ne vous rappelle pas que c'était Alfred Sackert, avec le collège Alfred Sackert qui existe à Douala. Il venait en tant que missionnaire envoyé par la Grande-Bretagne pour venir faire les affaires, même s'ils utilisaient la Bible pour atteindre les objectifs affairistes, pour développer leur business. Quand il arrive en 1945, il commence à enseigner l'anglais au peuple de l'estuaire, parce qu'il arrive dans l'estuaire du Vouri, il enseigne l'anglais au Douala. Et quelques temps après, c'est important de le souligner, pourquoi? Parce que quand les Allemands arrivent, et quand ils faillent signer le traité germano-douala en 1884, ils sont surpris de se rendre compte que le peuple qu'ils rencontrent à l'embouchure du Vouri parle déjà l'anglais. Ils se demandent, mais comment ces gens-ci font-ils pour parler déjà l'anglais? Alors que nous nous disons que nous sommes les premiers ici. En fait, ils savaient que les Douala avaient déjà appris l'anglais auprès d'Alfred Sackert. Et c'est pas le texte original, généralement on ne le dit presque pas au Cameroun. Le texte original du traité germano-douala n'est pas écrit en allemand, mais écrit en anglais. Pourquoi? Parce que les Douala avaient appris l'anglais depuis au niveau des années 1800. Ça veut dire des années avant même que l'interland, que ce soit au nord-ouest, à Bamenda, que ce soit au sud-ouest, ne puisse connaître l'anglais. C'est d'abord les Douala. Et je veux dire, c'est important de le dire, si vous allez dans le document original du traité Douala, voici à peu près le nom des personnes qui signent comme témoins. Remarquez la consonance des prénoms anglais dans leurs prénoms. Je cite rien que quelques-uns ont signé comme témoins le 12 juillet 1884. Lawton Aqua David, Ned Aqua Lordon Bell, Jacob Escrit Elame, Baron Peter Black Aqua, ou alors Bush David Meteo Johannes, ou alors Ndene Kwa King Bell, John Angwa Aqua. Ce sont des noms Douala, mais vous remarquez quand même que les prénoms sont anglais, qui montrent que les Anglais étaient là. On d'abord bavardé avec les Douala. C'est des années après qu'ils partent rencontrer les personnes au nord-ouest ou au sud-ouest. Et tout le monde le sait. Alfred Sackert a demandé à la reine Victoria de faire du Cameroun une colonie, et l'Angleterre a opposé une fin de non-recevoir. Donc, du point de vue historique, les gens ne peuvent pas se réclamer, dire qu'ils vont faire sécession et créer un fédéralisme sur la base linguistique. On met cela de côté. Ceci étant, rentrons au niveau des négociations. Il y a deux principes clairs. Louis Roger, en négociation internationale. Et c'est le même principe que l'on utilise en management des conflits. Quand vous allez en négociation, vous pouvez aller sur le principe de la pyramide basique ou vous pouvez aller sur le principe de la pyramide inversée. Et dans la plupart des cas, on va sur la base de la pyramide basique. Vous savez, la pyramide est assise sur une base qui est large. Ça veut dire au début des négociations, vous faites plusieurs revendications. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous effilez vos revendications pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais force est de constater que dans les négociations qui sont déroulées au nord-ouest, les gens ont utilisé la pyramide inversée. Or, on utilise la pyramide inversée en négociation quand vous ne voulez pas aboutir au résultat, quand vous visez le chaos ou l'anarchie. Parce que quoi, quand vous inversez la pyramide, ça quitte d'un bout qui est effilé et prend
en avançant vers le sommet, ça devient de plus en plus large. C'est ce que les gens ont fait. Quand des gens partent en négociation, au début de la négociation, ils ont 11 revendications. L'État accepte les 11 revendications. Quelques jours après, les 11 revendications deviennent 14. L'État accepte les 14. Quelques jours après, il quitte de 14 à 18. L'État accepte les 18. Quelques jours après, il quitte de 18 à 20. L'État accepte les 20. L'État augmente même 2 milliards sur les 20. Il quitte de 20 à 24 revendications. Mais cela est aberrant. L'État accepte même les 24 revendications. Ils disent, en plus des 24 revendications, ils veulent le fédéralisme. Et pire, qu'est-ce qui se passe dans la méthodologie? Quand on est en train de négocier avec eux à Bamenda, au fur et à mesure qu'on est en train de parler avec eux, ils sortent dehors avec le téléphone. Ils appellent pour recevoir des instructions d'ailleurs. On a l'impression que les vrais négociateurs sont ailleurs parce qu'ils sortent de tour à tour. Et cela nous rappelle une histoire en passant. Rappelez-vous pendant la crise ivoirienne, quand il fallait négocier à Ouaga, qu'est-ce qui se passait? De temps en temps, les négociateurs qui étaient sur la table sortaient comme pour prendre les instructions ailleurs. Mais si des gens prennent les instructions ailleurs, ça veut dire que le grand marionnettiste est ailleurs et que les personnes qui sont devant vous ne sont pas sincères dans leurs négociations. Et c'est en ce moment que l'État dit, tiens, cette affaire, c'est autre chose. Si pour répondre à un oui ou un non, les gens vont prendre le téléphone et appeler ailleurs, si les gens vont quitter de 11 revendications à 20 revendications et que l'État accepte et va même au-delà, si les gens demandent en plus du fédéralisme, ça veut dire que ces gens ont des idées derrière la tête. Et force est de constater qu'après les investigations, on découvre un censeur de lycée avec plus de 110 millions de francs CFA, avec plus de 10 000 t-shirts floqués, avec des petits drapeaux, avec des fiches de retrait d'argent, qui d'Afrique du Sud, qui des États-Unis, qui d'Angleterre. Ça, ce sont des preuves palpables qu'au-delà des revendications corporatistes du début, au-delà des revendications acceptables du début, en réalité, il y a un grand projet d'implosion du Cameroun. Et cette implosion, c'est par rapport au pétrole que l'on trouve au Cameroun. C'est par rapport au fait que